Bonjour, je suis très contente d'être là. Merci à l'OCPM de m'avoir invitée et puis merci d'être là aussi pour participer activement à cette réflexion. Alors, comme en introduction, ça a été mentionné, je suis agronome de formation. Je travaille au sein du collectif Récolte. Donc, 1 minute pour vous présenter ce qu'on fait au collectif Récolte. On est une entreprise d'économie sociale. On est sous le format d'OBNL. On est vraiment un collectif d'experts, de différents passionnés des systèmes alimentaires durables. Et notre objectif est vraiment d'accélérer la transition écologique du système alimentaire. On le fait en soutenant l'émergence, puis en aidant les porteurs de solutions, porteuses d'innovation sociale en alimentation à bien développer leurs projets, faire émerger ces projets-là, bien les ancrer, puis viser une mise à l'échelle de leurs innovations. Donc, voici ce qu'on fait. Donc, on réunit, on collabore, on territorialise. Voilà. Donc, voilà. OK. OK, je recule. Pardon. Donc, rapidement, en fait, voici de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler rapidement, se remettre en tête la riche histoire agricole de Montréal. Le principe de multifonctionnalité de l'agriculture urbaine est très important pour en saisir toute l'importance et comment c'est porteur de changement pour Montréal, de développer l'agriculture urbaine. Puis les différentes formes d'agriculture urbaine à Montréal, et puis quels sont les défis que rencontre l'agriculture urbaine en ce moment, mais aussi quelles sont les perspectives et comment ça peut être, ces activités-là peuvent aider la résilience notre résilience alimentaire. Voilà. Donc, rapidement, ça, je l'ai déjà fait. Juste se remettre en tête que jusqu'au début des années 50, la moitié de la superficie de Montréal était en zone agricole et servait essentiellement à nourrir la population. Je n'ai pas cette carte que j'avais déjà vue dans le passé ou qui était très parlante à ce niveau-là, mais déjà, on voit ici, dans la ville d'Outremont, une plantation de tomates. Et si on peut penser plus ici, localement, on est à Ville-Saint-Laurent, les dos blancs, en fait, qui sont représentatifs de ce secteur de la ville. Donc, en gros, là, si on veut faire comme un petit historique, il ne faut pas oublier, l'ouest de l'île de Montréal accueille une zone agricole permanente de 2000 hectares encore. Un phare de cette zone permanente, on a un collège d'agriculture, de sciences agricoles et de l'environnement dans l'ouest de l'île de Montréal. C'est l'Université McGill, le campus McDonald, avec son inauguration en 1907. On peut parler aussi en 1975 du démarrage du programme de jardins communautaires qui était vraiment pionnier et qui a été vraiment regardé au niveau international là, comme une inspiration. En fait, Montréal est pionnière et précurseur en agriculture urbaine et est vraiment regardé de partout dans le monde pour les innovations qu'on a dans ce secteur-là. Il y a eu en fait une consultation publique très importante en 2011 sur l'état de l'agriculture urbaine qui a été l'aboutissement un peu d'une grande mobilisation et une concertation de l'ensemble des acteurs sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui a été structurante pour formaliser et reconnaître l'agriculture urbaine comme activité porteuse de plusieurs impacts importants pour la ville de Montréal. Et notamment, cette formalisation s'est continuée. Il y a eu, je ne l'ai pas mis ici, mais en 2015, le PDZA, le plan de développement de la zone agricole, qui a été donc une démarche encore collective et qui a vraiment mis les bases de comment on pourrait développer la zone agricole permanente à Montréal. Et puis ensuite, en 2019, il y a eu une politique précurseur en Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, une politique. Ils se sont dotés d'une politique d'agriculture urbaine. Et là, ça fait des petits et d'autres arrondissements se dotent de ce type de politique-là. Et plus récemment, en 2021, une stratégie d'agriculture urbaine. Donc, c'est dans cette
continuité-là que je veux vous présenter aujourd'hui un peu quelles pourraient être les perspectives jusqu'en 2050 de ce secteur qui est l'agriculture urbaine. Mais d'abord, c'est important de souligner la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine qui ne sert pas uniquement à nourrir, qui n'a pas uniquement une vocation nourricière. Donc oui, il y a un impact économique aux activités d'agriculture urbaine. Alors, un portrait récente de l'agriculture commerciale à Montréal, faite par le laboratoire d'agriculture urbaine, nous a montré qu'il y avait, par exemple, 1000 emplois directs qui étaient associés à ce secteur-là à Montréal. Des revenus de plus de 19 millions, par exemple, et ouais. Donc, au Québec, il y a 721 exploitations urbaines dans l'ensemble du Québec. À Montréal, des exploitations commerciales, il y en a peut-être une cinquantaine, puis c'est appelé à augmenter aussi. Il y a des cibles dans la nouvelle stratégie d'augmenter significativement ce nombre-là. Donc, il y a aussi des impacts sociaux importants ou des bienfaits sociaux importants. Bien sûr, la sécurité, l'autonomie alimentaire, la sensibilisation, le développement de la littératie alimentaire, la lutte l'inclusion, en fait, ou la lutte, l'inclusion sociale, la participation citoyenne. La plupart des projets en agriculture urbaine, c'est des projets qui sont vraiment citoyens, qui sont associés au réseau communautaire, qui amènent vraiment les citoyens à se rencontrer, puis à développer leur connaissance, leur connaissance en alimentation. Donc, les effets positifs sur la santé sont démontrés. Bien sûr, l'impact environnemental, l'agriculture urbaine participe à la réduction des îlots de chaleur, à l'apport d'ombre et d'oxygène dans les quartiers ou dans les milieux de vie, l'absorption des eaux pluviales. Donc, il y a de la biodiversité, pour les pollinisateurs, le recyclage de la matière organique. Donc, ça participe pleinement aussi à développer oui, c'est ça. À faire de Montréal une ville plus durable. Et puis, bien sûr, j'aimerais souligner aussi les contributions culturelles et patrimoniales. Donc, il y a dans le fait de le fait de manger n'est pas un geste anodin. Dans le fond, un des éléments qu'on défend chez Récolte, c'est celui que l'alimentation, les systèmes alimentaires devraient être peut-être un geste un peu moins considéré comme un geste économique ou une industrie, mais plutôt être vraiment reconnu comme un droit à l'alimentation et celui donc une activité qui est essentielle au maintien des collectivités. Donc, entre autres aussi, il y a le savoir-faire et les connaissances autochtones et culturelles qui aident, entre autres, à l'intégration des immigrants ou à développer des dialogues aussi entre les différentes perspectives culturelles sur le territoire de Montréal. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a un patrimoine bâti et immatériel qui est à préserver aussi en lien avec ces connaissances-là. Donc, les formes d'agriculture urbaine à Montréal sont vraiment diversifiées. Donc, on parle des projets citoyens, les jardins privés, bien sûr. En fait, une étude a vraiment démontré que 50% des citoyens à Montréal avaient une activité, une forme d'activité d'agriculture urbaine dans leur vie. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, c'est ça. Il y a des initiatives qui sont plus municipales, les jardins communautaires et collectifs, les ruelles vertes, d'autres qui sont plus communautaires. Donc, on parle d'organismes ou d'entreprises d'économie sociale qui offrent des services ou qui ont des activités d'agriculture urbaine, souvent qui sont soit basées sur le bénévolat ou aussi qui convient leurs bénéficiaires à mettre la main à la pâte puis à participer activement là, aux activités. Encore une fois, surtout dans un esprit de développer la littératie alimentaire, sensibiliser puis éduquer à la production agricole, mais aussi à l'alimentation saine.
Les initiatives qui sont plus institutionnelles, on parle de beaucoup de programmes de jardins dans les écoles, par exemple, qui visent vraiment à développer dès le jeune âge un peu le réflexe d'où provient notre alimentation, puis sensibiliser dès le jeune âge aux enjeux de la saine alimentation. Et puis, les entreprises, ensuite, il y a vraiment le volet qui est un petit peu plus commercial. Donc, il y a beaucoup d'entreprises sur le territoire de Montréal, des entreprises d'économie sociale et des coopératives qui font de l'agriculture urbaine. Donc, il y a dans ces entreprises-là un équilibre entre une mission sociale et une mission économique. Puis, souvent, la mission sociale, c'est celle de l'insertion socio-professionnelle, par exemple. Et puis, donc, on parle des Trois-Pierres, on parle de la Corbeil-Bordeaux-Cartierville, que vous connaissez peut-être un peu plus sur le territoire ici. Donc, voilà. Puis les entreprises à but lucratif, donc incorporées, les Inc. qu'on appelle aussi, qui se développent de plus en plus à Montréal, mais puis qui développent souvent des modèles d'agriculture qui sont basés sur le développement technologique, l'utilisation d'espaces non productifs, comme sur les toits, par exemple, ou carrément en espace contrôlé là, à l'intérieur des bâtiments. Donc, vous voyez la diversité des activités de l'agriculture urbaine. J'aimerais faire une distinction aussi. Les agricultures montréalaises comprennent l'agriculture qu'on dit plus urbaine, donc qui est vraiment dans les zones plus densifiées, les quartiers plus densifiés, puis l'agriculture périurbaine, j'en parlais tantôt, mais on est riche à Montréal d'une zone agricole permanente de 2000 hectares qui est située surtout là, en grande majorité dans l'ouest de l'île de Montréal. Et de cette zone de périurbaine, faut souligner le fait que la Ville de Montréal est propriétaire d'une grande partie de ces terres-là. On parle notamment du parc agricole du Bois de la Roche, de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques, par exemple, qui cumulent à peu près ensemble 200 hectares de zones permanentes agricoles. Donc, voilà. Donc, juste pour vous donner une idée un peu d'éléments qui distinguent et qui font en sorte que quand on parle de développer des politiques ou d'agir de mettre des cadres d'agriculture sur l'agriculture urbaine, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il y a deux réalités à l'agriculture urbaine. Il y a celle qui est plus en zone urbanisée, qui vise à développer, par exemple, qui se fait beaucoup en secteur industriel, dans toutes sortes d'espaces qui sont vacants ou que ce soit sur les toits, que ce soit à l'intérieur des bâtiments, comme je l'ai dit précédemment. Ce sont en agriculture urbaine, c'est beaucoup d'activités qui se font hors sol. Il y a un enjeu de contamination des sols à Montréal, bien sûr, puis dans des environnements contrôlés. Fait qu'on parle de fermes verticales, oui? Il me reste 2 minutes en tout. Oh, OK, je pense que je vais accélérer. Donc, si je peux soulever quelques défis au développement de l'agriculture urbaine, il y a celui du développement des marchés. Il y a de plus en plus de fermes commerciales qui produisent. Donc, on parle beaucoup, on va évoquer par exemple la culture de pousses ou de germination, de champignons. Donc, il commence à y avoir de plus en plus de joueurs, donc de plus en plus de compétition parce que le marché ne se développe pas au même rythme que se développe la production. Donc, ça va devenir vraiment important dans le futur de pouvoir faire davantage de place en épicerie, par exemple, ou de développer davantage les marchés. L'accès au foncier, donc l'accès aux espaces productifs est très difficile, soit parce qu'il y a une compétition des usages, bien sûr, il y a une compétition pour les usages, puis la valeur des terres ou du foncier est très élevée à Montréal, donc c'est vraiment difficile pour les personnes qui veulent développer un projet d'agriculture urbaine d'avoir accès à ces espaces-là. En ce moment,
Oui, bien, c'est sûr qu'on est dans le contexte de lutte au changement climatique est vraiment important. L'agriculture urbaine s'ancre dans cette réalité-là. Donc, l'agriculture urbaine pourrait devenir un levier important pour répondre à ces enjeux-là, mais en ce moment, elle en subit aussi les conséquences dans la mesure où il y a une augmentation. En fait, parce que c'est surtout l'agriculture. Ben, je m'excuse. J'essaie d'aller vite, puis c'est pas la meilleure façon. Puis en ce moment, en fait, on parlait de cadre réglementaire, puis de schémas d'aménagement, puis des leviers des plans d'urbanisme à Montréal qui ne sont pas tout à fait adaptés en ce moment à la pratique de l'agriculture urbaine. Et comme là, il y a justement un chantier de repenser les plans d'urbanisme, ça va vraiment être important d'être capable de tenir compte de ces usages-là, de ces activités-là, pour leur faire davantage de place dans nos politiques de développement. Et puis, c'est ça. Dans le fond, l'agriculture urbaine aussi, ça a été démontré que quand ces activités-là s'amplifient dans un quartier, il y a aussi des enjeux sociaux qui se développent, associés souvent au phénomène de gentrification. Puis, donc, il y a un effet pervers du développement de l'agriculture dans des secteurs donc, il y a comme une tension entre le fait que l'agriculture peut être un levier au niveau du développement social, mais qu'elle cause aussi des externalités. Donc, il faut vraiment être capable de trouver des solutions qui font de l'agriculture plutôt un levier pour briser les inégalités sociales que pour y contribuer. Puis, si je peux rapidement, je sais qu'il ne me reste pas de temps, mais parler d'une vision 2050 qui serait vraiment... je pense que pour arriver à... je vais essayer de conclure très rapidement. Donc, je pense que ma vision de 2050 est beaucoup autour du fait que toutes les terres qui sont disponibles. On parle d'à peu près une centaine d'hectares à Montréal qui pourraient être développés en ce moment au niveau de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui freine ce développement-là en ce moment? Je l'ai nommé le cadre réglementaire, le fait d'adapter le cadre réglementaire, le manque d'infrastructures. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la ville, du gouvernement, du palier municipal, en fait, d'être capable d'offrir les conditions d'établissement, en fait, de ces projets-là et de s'assurer qu'ils... Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, il y a une grande mouvance pour développer des communautés nourricières. Il y a beaucoup d'arrondissements qui se dotent en ce moment de plans pour le faire, mais c'est non seulement au niveau des quartiers que ça doit se jouer. En ce moment, chaque arrondissement développe, a le pouvoir de développer ou de mettre les conditions pour que ces projets d'agriculture-là puissent prendre racine. Entre autres, on peut parler dans l'arrondissement de Danzig où le cadre réglementaire a été adapté pour mieux accueillir des entreprises commerciales en agriculture urbaine. Donc, ça passe par des leviers au niveau des arrondissements et des quartiers, mais ça passerait aussi par des actions qui sont plus pour l'ensemble de l'agglomération, mettre en place un cadre et une politique qui favorise l'agriculture urbaine. Alors, je m'excuse un peu pour mon hésitation, là, mais voilà, ça conclut puis ma présentation, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.